Sachez qu'ils sont tous tirés d'anciens exercices du bac. Hein. Tous. Alors ici, j'ai un peu fait du découpage. Donc quand il dit le biologiste, c'est parce qu'il parle d'un biologiste dans le texte de l'exercice avant. Hein. Donc voilà. Disons que c'est pas grave si ça on commence avec la question 3. De toute façon, vous n'avez pas besoin de rien, quoi que ce soit pour la faire. Alors, je vais passer à la correction. Ça fait 5 minutes que vous y travaillez. Et c'est pas un exercice censé être plus long que cela. Okay. Alors, on va lire le texte déjà. Le biologiste modélise l'ensemble, l'évolution annuelle de la population par une suite UN définie par U0 égale à 12. Et pour toute entier naturelle, vous avez une expression UN plus 1 en fonction de UN. Vous la voyez derrière moi. Donc ça, c'est la définition de la suite. Je vais vous faire remarquer que U0 est égal à 12. Donc ça va revenir tout à l'heure. Le biologiste souhaite déterminer le nombre d'années au bout duquel la population dépassera les 50 000 individus. D'accord? Mais attention, hein, dans la question, ce ne sera pas 50 000 qui nous intéresse, mais 50. Car, vous lisez à la fin, bon, il utilise l'algorithme suivant, il y a le tableau. Ensuite, ici, tout petit, c'est marqué « Recopier et compléter l'algo afin qu'il affiche en sortie le plus petit entier R tel que UR est supérieur ou égal à 50. » Donc, c'était cette question-là qui nous intéressait. Alors, recopier, ce n'est pas vraiment nécessaire ici, mais bon, que vous l'ayez dans vos cahiers, j'imagine que vous l'avez fait, et c'est super. Mais la chose qui m'intéresse le plus, c'est si vous êtes arrivé à bien comprendre ce qu'il faut mettre dans les 4 espaces pointillés. Vous voyez, comme tâche, ce n'est pas long, hein. Juste vous écrivez une petite phrase. Mais par contre, je sais, hein, c'est compliqué de savoir quoi écrire. Voilà. Essayons de comprendre comment il marche cet algorithme. Vous avez deux variables, N et U. Deux seulement. Donc, c'est pas comme, vous vous rappelez, dans le dernier algorithme qu'on a fait ensemble, il y avait une boucle pour. Là, il n'y a pas de boucle pour. C'est un autre type de boucle qui a juste besoin de deux variables. La variable N et la variable U. U, c'est la variable qui commence par avoir la valeur 12. Alors, pourquoi ça c'est important? Parce que déjà, ça vous fait comprendre qu'on est en train de donner U0 ici, vous voyez? Il y a seulement deux 12 qui apparaissent dans le texte, ils doivent être un peu liés quand même. Donc, quand il dit U prend la valeur 12, c'est que, à la base, donc, dans votre tableau d'affectation, vous vous rappelez le tableau d'affectation? Vous avez N, vous avez U, et au début, N est égal à 0 et U est égal à 12. D'accord? C'est aussi bien marqué là-bas qu'effectivement, N a la valeur 0. Pourquoi ça aussi c'est important? C'est important parce que N, il va clairement compter les éléments de la suite. Donc, si on commence à N égale à 0, ça veut dire qu'on commence avec U0. Et c'est logique, du coup, que pour N égale à 0, U, ça fasse 12. Logique. Ensuite, vous avez la boucle. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette boucle? Clairement, on est là en train de calculer des éléments de suite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, qu'est-ce que je veux? Je veux recopier et compléter l'algorithme afin qu'il affiche en sortie non pas la valeur de la suite, mais le plus petit entier R tel que UR est supérieur ou égal à 50. Alors, si UR, c'est les valeurs de la suite, la sortie de cet algorithme, déjà, c'est clair à partir de la question que ça va être, du coup, le plus petit entier R. Mais du coup, regardez juste les variables. Vous savez que N est un entier naturel et U est un nombre réel et qu'il n'y a pas d'autres variables. Donc, à la fin, qu'est-ce que je dois afficher à votre avis? N. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Donc là, vous mettez juste qu'à la fin, il va falloir mettre N. Ou éventuellement, on pourra se permettre d'écrire, je ne sais pas moi, 2 fois N, N-1, N plus 1, mais en tout cas quelque chose qui contiendra N. Donc déjà, je vais me le marquer. Ensuite, regardons qu'est-ce qu'il y a dans la boucle et je vais vous donner un conseil. À la place de commencer à remplir dans l'ordre, remplissons selon juste les choses qu'on peut être sûr d'affirmer. La première chose, c'est que dans ce type d'algorithme, et ça vous l'avez compris je pense, vous calculez à chaque fois de nouveaux éléments de la suite. Donc là où il y a la phrase U prend la valeur, moi je pense que c'est logique d'assumer que dans la partie pointillée, je vais mettre la façon de calculer le nouvel élément de U à partir du vieux. Et ici, cette façon, c'est de dire moins 1,1 divisé par 605 fois U au carré. Et attention, pas UN, parce que UN, dans l'algorithme, ça n'a pas de sens.
les seules choses qui existent dans l'algorithme sont U et N, plus 1,1 fois U. Excusez-moi, ici, il manquait un fois. Et des parenthèses. Donc ça, c'est la chose que j'ai écrite dans cette ligne-là. Est-ce que vous voyez la logique de cette écriture? À chaque fois, je remplace la valeur de U par la nouvelle valeur calculée avec la vieille valeur de U. Donc, si d'abord U est égal à 12, la première fois que je vais ici, dans U, je mettrai une nouvelle valeur qui est obtenue avec la valeur U égale à 12 ici. Autrement dit, j'écrirai U1, en gros. D'accord? Ensuite, il y a une autre phrase, cette fois-ci du coup par rapport à N, qui dit que N va prendre une certaine valeur. Alors, je vous rappelle que ça, c'est une boucle tant que. Donc, dans une boucle tant que, vous n'avez pas de compte qui se fait naturellement des éléments de la suite que vous comptez, parce que c'est pas comme la boucle pour qui contient une variable i qui compte le nombre de tours que vous faites. Ici, vous ne savez pas à l'avance quel est le nombre de tours que vous faites. Donc, n, la variable entière, donc, ça ne sert qu'à compter le nombre de tours que vous faites. Alors, si j'ai fait une fois si j'ai fait varier la valeur de u une fois, donc ça c'est avec la ligne précédente, n, juste elle va augmenter de 1, parce que encore une fois, n il commence à 0 et ensuite elle va compter 1, 2, 3, 4, tous les éléments de la suite. Donc ici, je vais juste marquer que n va prendre la valeur n auquel j'aurais rajouté 1. Et ça, c'est un grand classique des algorithmes qui contiennent une boucle tant que. Dernière chose. Maintenant, il faut mettre un tant que. Tant que quoi? Quel est le but de l'algorithme? C'est recopier et compléter afin qu'il affiche en sortie le plus petit entier r tel que UR est supérieur ou égal à 50. Donc l'algorithme il doit s'arrêter dès que la valeur de UR elle dépasse 50. Mais UR c'est en fait le contenu de la variable U. Donc ici je dois mettre tant que... Tu veux répondre Elohim? Oui. Pas UR. Parce que l'algorithme ne sait pas ce que c'est UR. Tel que U. Exactement. Tant que U est inférieur et strictement inférieur, parce que je veux que ça se calcule jusqu'à ce que UR n'est pas supérieur ou égal à 50. Donc tant que U est inférieur strictement à 50, où U prend la valeur nanana. Ok? Je pourrais ne pas avoir fini, parce que maintenant, il faut que je recontrôle si la dernière valeur qui est affichée est bien la valeur qui fait que je viens de dépasser 50. Mais réalisons-le du coup. Alors, tant que U est inférieur à 50, qu'est-ce que je dois faire? Alors ici, je vais donner une nouvelle valeur à U. J'augmente n de 1. Et ensuite, je recontrôle si U est toujours inférieur à 50. Et si c'est le cas, je vais refaire les deux opérations. Donc, imaginons d'être arrivé à une valeur qui est égale à, imaginons, à 48. D'accord? Je suis à 48, donc je vais dans la boucle. Je calcule une nouvelle valeur et cette valeur-là va dépasser 50. Imaginons. Ok? Rappelez-vous. Moi, je veux le plus petit entier R tel que je dépasse 50. Donc, j'étais à 48, je dépasse 50 avec je ne sais pas quelle valeur, par exemple 50,5. N passe à la valeur correspondante à 50,5. Je sors de la boucle. Je refais le contrôle. Est-ce que U est inférieur à 50? Non, parce qu'on vient de dire qu'on a calculé la nouvelle valeur, donc c'était 50,5. Donc, je ne rentre plus dans la boucle. Et du coup, je dois afficher la valeur de n plus 1, n moins 1. Ici, c'est juste n. Ici, heureusement, pour nous, c'est juste n. Pourquoi? Parce que on a dit que le dernier calcul qu'il a fait ici, c'est de calculer 50,5. Encore une fois, j'invente des valeurs, mais c'est juste pour vous faire l'exemple du fonctionnement de l'algorithme. S'il a atteint 50,5, la valeur qui se trouve ici, c'est effectivement le plus petit entier r tel que UR est supérieur ou égal à 50.
C'est la signification. Comme il ne revient pas dans la boucle après, pas besoin de modifier plus que ça. Je laisse juste afficher n. Mais imaginez maintenant que la question n'avait pas été de sortir le plus petit entier r tel que nanana. Imaginez que la question avait été afficher en sortie le plus petit entier r avant UR supérieur ou égal à 50. D'accord? Imaginez le dernier avant que cela ne dépasse 50. Autrement dit, le plus grand entier r tel que UR soit inférieur ou égal à 50. Vous voyez, c'est l'opposé. Et bien, j'aurais fait le même algorithme en fait, mais j'aurais demandé d'afficher n-1. Vous voyez la logique? L'algorithme dépend de la question en français. La difficulté de l'algorithme, de ce type d'exercice, ce n'est pas dans l'écriture de l'algorithme, parce que ça prend 2 secondes et que parfois il faut juste mettre une lettre. Ce n'est pas difficile, il n'y a pas de calcul derrière que vous devez savoir faire, pas du tout. La difficulté, c'est de traduire un texte en français, en langage algorithmique. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose sur lequel vous avez le droit de faire des erreurs. Et donc, on va continuer à faire des échauffements sur les algorithmes tant que ce n'est pas clair. En général, je pense qu'ils ne vous demanderont pas, et de ça je suis quasi certain, il n'y aura probablement pas à écrire vous quelque chose en Python, mais il y aura à déchiffrer quelque chose qui est écrit en Python. Par exemple, parce que c'était la chose en fait qui était demandée dans le sujet 0. Vrai ou faux? Les vecteurs... Prenez les exercices. Vous les avez déjà devant vous? Les vecteurs UV et W tels que 3U plus 4V moins 2W égale à 0 ne sont pas coplanaires. Vrai ou faux? Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce qui fait que 3 vecteurs sont ou pas coplanaires? Vous savez que 2 vecteurs, disons U et V, dans l'espace, n'importe lesquels, ils peuvent définir un plan. Il suffit juste que j'en fasse une copie avec le même point d'origine. Tac et tac. C'est pas vraiment une copie. Là, j'aime mieux. Et bien, imaginez juste, je vous mets comme ça. Regardez ce beau plan que je peux faire. Ça, c'est le plan avec ces 2 vecteurs. Donc, clairement, 2 vecteurs sont toujours coplanaires parce que je peux construire un plan avec eux. E, c'est la direction du plan. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait dit déjà. OK? Donc, la question, c'est, est-ce que le troisième est coplanaire avec les 2 premiers? Eh bien, si vous avez rélu le cours qu'on a fait la dernière fois, vous savez que pour qu'un vecteur soit coplanaire, c'est-à-dire quand vous êtes dans un plan, vous pouvez obtenir n'importe quel élément en utilisant juste les 2 vecteurs de base, donc les 2 vecteurs que vous avez utilisés pour donner la direction du plan, et juste vous faites une combinaison linéaire de ces deux-là. Par exemple, si vous faites alpha U plus bêta V avec toutes les possibles combinaisons de alpha et bêta, vous obtiendrez plusieurs vecteurs. Par exemple, je ne sais pas moi, ce vecteur-là, ou ce vecteur-là, ou c'est encore ce vecteur-là. Tous des vecteurs que j'ai obtenus comme combinaison linéaire, d'accord, des 2 vecteurs de base U et V. Donc la question c'est, est-ce que par exemple je peux exprimer W, est-ce que ici je peux exprimer W comme une combinaison linéaire de 2 autres vecteurs? Faisons ça du coup. Je fais 3U plus 4V égale à 2W. Autrement dit, W égale 3 demi-U plus 4 sur 2V. Or, 4 sur 2V, ça fait 2V, mais bon, j'ai même pas besoin de le réécrire. Mais voilà. Regardez maintenant, j'ai écrit que W est bien égal à une combinaison linéaire de U et de V. Donc forcément, ces 3-là, ils sont coplanaires. Donc je vais mettre que ça, la phrase « ne sont pas coplanaires », du coup, elle est fausse, parce qu'ils le sont. Deuxième, A, B et C sont 3 points non alignés. Le point M de l'espace tel que AM est égal à 3AB plus 5AC appartient au plan ABC. Ok, faisons un dessin encore une fois. Vous avez 3 plans de l'espace. Donc on va mettre 3 points, pas 3 plans, 3 points, excusez-moi. A, B et C qui ne sont pas alignés, c'était marqué. Et donc je vais considérer les vecteurs AB
si ma mémoire est bonne, et AC. Encore une fois, il s'agit de deux vecteurs dans l'espace qui donnent donc la direction de tout un plan. Par exemple, ce plan-là. J'espère que vous le visualisez bien si je fais le dessin. La question c'était, est-ce que le point M appartient au plan ABC, en sachant que AM est défini comme, regardez un peu, qu'est-ce que c'est ça? C'est une combinaison linéaire. AM est une combinaison linéaire de AB et AC. Autrement dit, c'était 3AB plus 5AC. Si je suis là, ça veut dire que du coup, je prends 3AB. Donc, imaginez juste, c'est le prolongement de celui-là. Une fois, deux fois. Donc là, je suis à 3 fois. OK? Donc, je suis arrivé là. Et ensuite, c'est 5 fois AC. Bon, là, ça va être une fois, deux fois, 4 fois et 5 fois. Je dois faire la somme. Là, je vais faire vraiment brouillon, hein, mais c'est ça l'idée. Je fais une copie du long vecteur 5 fois AC. J'arrive là. Donc, tout le vecteur que j'obtiens à la fin, le vecteur AM, c'est celui-là. Avec le point M ici. C'est ça la signification, en fait. D'accord? Clairement, comme le plan il est infini, je suis toujours sur le même plan. Parce que je l'ai obtenu comme combinaison linéaire de deux vecteurs qui donnent la direction du plan. Donc ici, je n'ai qu'à dire vrai. Très bien, 28. Vous avez un parallélépipède rectangle. C'est un bon mot, non? Parallélépipède. Donc vous avez un parallélépipède rectangle représenté ci-contre. Rectangle, ça veut juste dire que les angles sont droits. Hein, voilà, c'est comme d'habitude. D'accord? Basé sur un rectangle en bas. Okay? C'est pas un parallélogramme qui est dans la base. Okay? C'est vraiment un rectangle. Pour chacun des couples de plans qui suivent, précisez s'ils sont séquents, confondus ou strictement parallèles. Je vous rappelle que strictement parallèle, ça veut dire parallèle mais séparé. Confondu, c'est parallèle mais l'un superposé sur l'autre. Bon, s'ils sont séquents, précisez leur droit d'intersection, ça va. C'est un petit exercice de dessin, je trouve. ABC et FGH. ABC, c'est clairement le plan qui se trouve ici. C'est le plan de... C'est la face qui se trouve là. Et FGH, c'est clairement ce plan-là. Et vous le savez que ces deux-là, ils sont parallèles parce qu'on est dans un parallélépipède. Et clairement, ils ne se touchent pas parce que c'est deux faces qui sont distancées. D'accord? Donc ça, là, je vais mettre qu'ils sont strictement parallèles. Deuxième, ABF, AEG. ABF. C'est qui ABF? C'est ce plan-là qui se trouve juste devant nous, le plan rouge. C'est cette face-là. Le plan qui, évidemment, il est étendu, hein, mais là, je fais juste la face pour me le représenter dans le parallélépipède. AEG, c'est qui? AEG, c'est... Commencez par faire toujours le triangle donné par les 3 points, d'accord? AE, il est là. G, il est là. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Ensuite, vous vous dites, OK, comment je peux l'éteindre? Faisons couler un peu cette diagonale vers le bas. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça, c'est le plan donné par ces 3 points-là, d'accord? Clairement, s'il y a cette diagonale dans le plan, il doit y avoir aussi l'autre diagonale qui se trouve en bas, dans un plan qui est parallèle à celui d'en haut. Vous voyez? La diagonale que je viens de faire en bas, c'est la diagonale qui se trouve, du coup, dans le rectangle ABCD, qui est donc aussi le plan qu'on a travaillé tout à l'heure, et qui est du coup parallèle avec la droite EG, qui se trouve dans le plan EFGH, qui est parallèle du coup au plan ABCD. Donc, il s'agit de ce plan-là, en fait. Je pense que comme ça c'est un peu plus clair de le voir. Ok. Je pense que vous l'avez là. Il est comme ça. Donc, ces deux plans, clairement, ils ont 2 points d'intersection, ici et ici, ce qui fait que du coup, toute la droite AE est leur intersection. Vous la voyez ou pas? Ok. Donc là, je veux dire, la réponse, c'est la droite AE, car ils sont... excusez-moi, c'était s'ils sont séquents, précisez la droite d'intersection. Bon, si je donne la droite d'intersection, c'est qu'ils sont séquents. D'accord? Je
Je peux avancer, effacer? Ou vous voulez que je laisse le dessin encore 2 secondes? C'est bon? C'est EFG et EHF. Alors, EFG, c'est le plan, toujours la face supérieure, ok? Celui-là. Ça, c'est EFG. Et l'autre, c'est EHF. EHF. Donc, en fait, c'est le plan qui est donné par ce triangle-là. Mais du coup, en fait, il s'agit du même. Vous les voyez? C'est confondu. Ça, c'était facile. Et enfin, vous avez ADE et BFH. ADE, c'est la face de gauche, celle-là. Et BFH. Alors, BF. BFH. Donc, ça veut dire que cette droite-là y appartient. Cette droite-là, elle y appartient aussi à ce plan. Et du coup, toujours pour la même histoire de tout à l'heure, vous savez que les deux plans E, F, GH et ABCD sont parallèles. Donc, si la droite FH appartient à ce plan, forcément aussi la droite BD doit y appartenir. Vous imaginez, c'est comme couper du fromage. Hein. Si vous coupez en gardant toujours le même plan, la forme que vous coupez dans la face d'en haut doit se retrouver aussi dans la face qui se trouve en bas. Donc, c'est ce plan-là que j'ai. Alors, clairement, ils sont séquents. Je pense que vous les voyez si je fais ça. D'accord? Et leur intersection, c'est une droite, c'est la droite DH. Et c'est la droite DH. Rappelez-vous, hein, les droites s'indiquent avec les deux parenthèses, d'accord? Non, classique, autour des lettres. DH. Des questions? Facile? Alors, le 29, c'est un exercice sur lequel j'avais un peu parlé lors de mon dernier cours. Je vous avais dit que dans un triangle, tous les théorèmes qu'on a travaillés dans votre carrière d'écolier, en fait, bah, ils restent toujours valables. Ne l'oubliez pas. Alors, dans ce tétraèdre, on place les points I et J tels que AI est égal à 3/4 AC et AJ est égal à 3/4 AB. C'est important, ce 3/4. Très important. Montrez que JI est égal à 3/4 de BC. Comment j'ai fait pour montrer ça, à votre avis? On parle de... C'est ça, JI. Hein? Qui a réussi à le faire? Quelle est, à ton avis, la justification possible? Voilà, exactement. Pourquoi Thalès? Parce que pour un instant, oubliez que vous êtes sur un tétraèdre et juste faites dans votre tête la copie de juste un triangle, le triangle ABC. Alors, comme là, il est dans un tétraèdre, moi, je veux juste le décoller du tétraèdre. Je vais le mettre par terre et je vais me le regarder un instant. C'est un triangle, probablement un peu irrégulier parce que personne ne m'a dit que ce tétraèdre était régulier. Hein. Donc, je sais juste que le côté AB, il est divisé en 4 morceaux. Je sais que le côté AC, il est aussi divisé en 4 morceaux. Je vous refais les lettres. Hein. A, B, C. Et je sais que ça, c'est J et ça, c'est I. Encore une fois, c'est le même triangle, le même. Donc, ici, il vient de me dire, il m'a déjà donné l'information sur AJ et AI. Et bah, moi, je sais que Thalès, du coup, marche dans les deux sens. Vous vous rappelez? Si vous avez que AB sur AJ est égal à AC sur AI, et c'est vrai, hein, ça fait 3/4, n'est-ce pas, Thalès? Est-ce que je l'ai bien dit? Non, excusez-moi, ça c'est 4/3 du coup.
Pardon, parce que j'ai mis le côté long au numérateur. Mais du coup, c'est la même chose que dire AJ sur AB est égal à AI sur AC. Et ça fait 3/4. Ok, j'espère que comme ça, vous le voyez mieux. Ça, c'est AJ. C'est clairement 3/4 du vecteur AB. Ça, c'est AI. Et lui aussi, c'est 3/4 du vecteur AC. Voilà. Et bien, si ça s'est respecté, alors ça doit être vrai aussi pour le troisième côté. Autrement dit, je peux affirmer que IJ, ou si vous préférez JI, parce que là, je parle de longueur, est divisé par BC, bah, ça doit aussi être 3/4. D'accord? Par Thalès. Donc, on a ça. Et donc, par Thalès, on a que ça doit être vrai. Mais si ça doit être vrai, alors j'en déduis aussi en ultime, en analysant bien la situation, que bah, du coup, quand je regarde, c'était quoi qu'il voulait? Le vecteur JI. D'accord? Donc, c'est ce vecteur-là. Et bah, du coup, par rapport au grand vecteur BC, j'en déduis que, du coup, JI est égal à 3/4 fois le vecteur BC. Et quand vous regardez cette égalité, que pouvez-vous en déduire de plus? Ils sont comment les deux vecteurs JI et BC? C'est une définition vue en cours. Collinéaire. Donc, conséquence, JI et BC sont collinéaires. Donc, ça veut dire que, comme ils sont posés sur deux segments, ces deux segments, ils sont parallèles, autrement dit, et du coup, leurs deux droites aussi. Hein. Les deux droites dont eux, ils sont vecteurs directeurs, donc la droite JI est parallèle à la droite BC. Vous voyez la différence? Les deux vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, ça veut dire que les deux droites, elles sont parallèles. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les mots collinéaires avec le mot parallèle. Oui, Amayas? Pardon, excuse-moi? Ici. Bien sûr que tu peux commencer par ça. Tu as déjà toutes les informations à disposition. Oui. Ça, tu n'en as pas vraiment besoin parce que je l'ai juste réécrit une première fois, mais ça, c'est, je pense, plus lisible en fait. D'accord? Ça suffit comme la résolution de l'exercice. Et du coup, il y avait une dernière question, bien sûr. Que peut-on déduire pour la droite IJ et le plan BCD? Mais moi, je vous ai déjà fait une bonne partie du travail. Hein, parce que je vous ai déjà fait remarquer que la droite IJ, elle est parallèle à la droite... C'est marqué ici. Très bien. Et la droite BC, maintenant qu'on revient dans la configuration trois-dimensionnelle, nous, du coup, on sait que la droite bleue IJ ou JI, comme vous préférez, elle est parallèle à la droite verte qui se trouve ici. N'est-ce pas? Et maintenant, on veut savoir quelque chose sur, du coup, la droite IJ et le plan BCD. Alors, le plan BCD, du coup, c'est ce plan-là. Hein. Il se trouve, du coup, sur la face de base du tétraèdre. À votre avis, du coup, alors, sachant que la partie position relative entre droite et plan, on va la faire aujourd'hui, d'accord? Mais je pense que vous pouvez déjà déduire comment on va appeler cette positionnement. Cette position, elle est comment, Elohim? Il se trouve sur le même plan? Ah, mieux. Ils ne sont pas sur le même plan, justement. Parce que IJ, elle est parallèle à une droite qui appartient à un plan. Mais du coup,
si vous réalisez ça un instant dans votre tête, vous avez deux droites qui sont parallèles, donc elles ne se toucheront jamais. Mais du coup, la première droite, elle doit être parallèle à tout le plan. La droite BC, elle a un troisième point, elle forme un plan avec un troisième point qui n'appartient pas à la première droite bleue, celle-là. Okay. Et c'est pour cette raison que toute la droite, elle est parallèle. Parce que vous avez une condition de parallélisme, plus le fait que là, il y a un point qui n'appartient pas à la droite bleue. Le théorème de Thalès affirme que dans un triangle où vous avez du coup trois côtés, si vous prenez une droite qui est parallèle à un de trois côtés, par exemple celui-là, vous voyez, la droite D, elle est parallèle au côté AB. Donc, si je fais la droite D, elle est parallèle à la droite que je peux obtenir en prolongeant le côté AB. Eh bien, alors, comme il y a cette condition de parallélisme, elle coupe les deux autres côtés de façon proportionnelle. C'est-à-dire que si je considère les nouveaux points I et J que j'ai créés ici avec cette parallèle D, alors vous avez que cette coupe, elle est proportionnelle. Autrement dit, vous avez que AC sur AI, donc le côté long sur le côté court que j'ai obtenu en coupant, AI, est égal à le côté long opposé, donc BC, divisé par BJ du coup. BJ. Alors, la bonne chose de Thalès, c'est que c'est pas simplement ça, mais il y a aussi le sens inverse. C'est-à-dire, si les côtés sont proportionnels, alors la droite, elle est parallèle. Donc ici, vous pouvez remplacer le « alors » et vous pouvez dire ça, si et seulement si. Donc la droite D, elle est parallèle au côté AB, si et seulement si les côtés sont proportionnels entre eux. Ça, c'est le théorème de Thalès résumé, parce qu'évidemment, je pourrais l'écrire avec un peu plus de mots en français, mais je n'ai pas le temps. Et dans les exercices de géométrie dans l'espace, Thalès, il revient, mais super souvent. Donc, vous avez intérêt à bien les garder dans votre tête. C'est bon? Vous l'avez ou pas? Ça vous revient un peu à l'esprit, j'espère. Quand même, c'est l'histoire des côtés qui sont proportionnels. C'est-à-dire que vous pouvez faire les rapports et que les rapports sont toujours de la même valeur. Évidemment, ici, vous pouvez j'espère en fait que avec le dessin, vous pouvez vous rappeler de pourquoi ça marche. Quand vous coupez avec la droite parallèle, en fait, c'est comme si vous obteniez un petit triangle qui est le triangle CJI, celui-là, vous voyez? Et bien, si lui, vous mettez une lampe devant, d'accord? Si vous l'agrandissez avec une projection, si vous regardez son ombre avec une lampe devant, son ombre, ce serait le grand triangle ABC. Vous voyez, en fait, le triangle bleu, il est obtenu avec le triangle à partir du triangle rouge par agrandissement. Si vous imaginez de l'agrandir, le triangle rouge, il devient plus grand jusqu'à devenir le triangle bleu. Et vice-versa. Vous pouvez aussi voir le triangle rouge comme le rétrécissement du triangle bleu. C'est ça l'idée de Thalès. Nous, c'était la dernière chose qu'on avait fait, c'était les positions entre plan et plan. Et on avait fait, du coup, je vous rappelle, le cas où ils sont séquents, qui est ici. Vous avez le cas où ils sont parallèles. Et dans le cas où ils sont parallèles, vous avez deux sous-cas, c'est-à-dire le premier où ils sont strictement parallèles, autrement dit, ils ne se touchent pas. Ils n'ont aucun point d'intersection. Et le cas où ils sont confondus, ça veut dire qu'ils sont superposés. Vous avez deux morceaux de papier, l'un posé sur l'autre. D'accord? L'un sur l'autre. Maintenant, position relative d'une droite et d'un plan. Alors, propriété, une droite et un plan de l'espace sont soit séquents, soit parallèles. Je pense que ça, c'est clairement le problème du stylo et de la feuille. Autrement dit, de combien de configurations possibles vous pouvez placer dans l'espace un stylo sur une feuille?
cas le plus évident, juste vous faites céder le stylo à la force de gravité. Et ben, elle va se déposer sur votre feuille. Ce qui correspond au cas où vous avez un plan et où vous avez une droite qui est posée dessus. D'accord? Dans ce cas-là, on dit... À votre avis, comment on va dire? La droite, elle se trouve dans le plan. Vous êtes d'accord ou pas? J'ai fait l'exemple avec le stylo et la feuille pour vous le faire visualiser, mais maintenant, il faut passer au côté géométrique, d'accord? Là, à votre avis, c'était soit séquent, soit parallèle. Est-ce qu'à votre avis, ça c'est séquent ou parallèle? Alors, clairement, on est dans le cas où ils sont confondus. On le considère comme le cas où ils sont confondus. Alors, confondus, en fait, ça veut dire que vous ne pouvez pas les distinguer. Là, comme on n'est pas exactement dans le cas où ils sont l'un sur l'autre et que c'est le même objet, comme c'est deux objets différents, on dit que la droite, elle est incluse. Donc, elle y appartient. Et du coup, on dit qu'elle est incluse. Donc, la droite D est incluse dans le plan P1 et il se trouve du coup dans une situation de parallélisme. C'est le premier cas de parallélisme. Vous aviez bien raison. Parallélisme. Le deuxième cas, toujours en gardant la même configuration, donc celle qu'on a appelée de parallélisme, c'est si vous prenez votre stylo et que vous le déplacez et vous le mettez au-dessus de la feuille. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette configuration-là, aucun point de la droite ne va jamais toucher la feuille en bas. Et donc, c'est le cas dans lequel on était tout à l'heure avec Thalès. Enfin, pas avec Thalès, mais avec l'exercice qui est basé sur l'usage du théorème de Thalès. C'était trop long à dire. Dans ce cas-là, vous êtes du coup dans le cas de parallélisme, mais qu'on appellera du coup encore une fois strict parallélisme. Donc, elles sont strictement parallèles dans ce cas-là. Enfin, et ça, je pense que c'est le cas où vous écrivez en fait, si le stylo il se trouve en mode écriture, autrement dit, comme ça, dans ce cas-là, quel est leur point d'intersection? C'est comme, vous savez, quand vous avez les lasers. Les lasers, c'est une ligne droite de lumière. Et quand vous la pointez sur un mur, qui est en fait un gros plan, qu'est-ce que vous voyez? Un point. Donc leur intersection, c'est un point. Et c'est le cas qui est juste ici, là où c'est marqué D et P sont séquents. Donc encore une fois, on fait cette distinction. Soit ils sont séquents, soit ils sont parallèles. Et si la droite et le plan sont parallèles, alors du coup on distingue entre l'inclusion, qui encore une fois ne doit pas se confondre avec le cas où vous avez deux plans confondus. Encore une fois, confondu, ça veut dire que vous ne pouvez pas les distinguer. Une droite et un plan, vous pouvez toujours les distinguer. C'est pour ça qu'on préfère utiliser l'adjectif incluse, parce qu'elle en fait partie. Voilà. Et l'autre, où du coup ils sont strictement parallèles, ils ne se croisent jamais. Dans l'exemple que nous avions vu tout à l'heure, du coup, qui était en fait en bas, maintenant que j'y pense, nous avions du coup la situation dans laquelle la droite bleue et le plan vert, autrement dit, je ne l'avais pas écrit en fait. Donc le plan BCD et la droite IJ sont du coup strictement parallèles, car la première chose que l'on sait, c'est que le plan BCD contient une droite
parallèle à la droite IJ, il s'agit donc de la droite BC. Et deuxième chose, ils n'ont pas de point d'intersection. Intersection. Donc je ne peux pas. Donc ça veut dire que la droite IJ n'est pas incluse dans ce plan. Mais si du coup elle est parallèle, plus le fait qu'elle ne partage aucun point, bah, du coup ça veut dire que la droite elle n'est pas incluse. Donc comme je suis dans la situation de parallélisme, je suis dans une situation de strict parallélisme. Autrement dit, le plan et la droite ils sont bien distingués. Donc ça c'est les trois possibles configurations droite-plan. Et encore une fois, voilà, ça reste assez facile de les imaginer. J'aimerais du coup vous proposer quelques petits exercices. Commencez par le 69, s'il vous plaît. Pour résumer cet exercice, Thalès, collinaire, direction de ce plan-là égale à la direction de ce plan-là. Conclusion, les plans sont parallèles. The end. Et ils vécurent tous heureux. Non, bon, bref. Maintenant, je vous l'écris. Parce que quand même, il faut aussi apprendre à écrire les choses. Donc, on avait... je ne vais pas refaire le dessin pour une question de temps. D'accord? Mais du coup, je vais juste m'aider parce que sinon, j'oublie. Il faut montrer que IJ et AB sont collinaires. Eh ben, bon, je vais me faire quand même le triangle parce que sinon, c'est mort. Ok? Et encore une fois, j'espère que vous avez remarqué, moi je ne me suis pas refait la pyramide, je me suis refait le triangle. Et dans ce triangle, moi je sais que SI divisé par SA est égal à 1 tiers, tout comme je sais que SJ divisé par SB est égal à 1 tiers. Donc, par Thalès, j'en déduis que IJ divisé par AB est égal également à 1 tiers. Et encore une fois, ça c'est une écriture en termes de longueur de segment. Donc ici, vous pouvez mettre d'où IJ, cette fois-ci vecteur, égale à 1 tiers, cette fois-ci donc vecteur AB. C'est aussi simple que ça, hein, une petite phrase comme ça. Par contre, après, il faudrait faire exactement la même chose avec l'autre triangle. Alors, ça va être quasiment pareil, du coup. S est toujours au même endroit. Et excusez-moi, je vais juste me recopier parce que j'ai oublié les lettres. C'est S, c'est alors JK et BC. On ne dit pas qu'ils sont collinaires, on dit juste parce que Victor Thalès dit que... Attends, ça, par définition, ça c'est la définition d'être collinaire. C'est-à-dire que l'un s'écrit comme l'autre fois quelque chose. Donc, si tu veux le redire, ce serait redondant, mais disons-le si tu veux, parce que c'est vrai. Hein. Donc, IJ et AB sont collinaires. Non, mais tu as raison, parce que la question c'était est-ce qu'ils sont collinaires, je crois. Non, démontrer qu'ils sont collinaires, donc c'est bien de le dire. Mais tu vois, c'est déjà contenu dans cette égalité-là, en fait. Parce que c'est la définition d'être collinaire. Être collinaire, ça veut dire que un vecteur s'exprime comme une quantité numérique fois un deuxième vecteur. Donc, ça t'en déduit que U et V sont collinaires. Et là, c'est exactement ce que j'ai. Dans le deuxième triangle, c'était K, ça c'était B et ça c'était C. Et en fait, on refait la même chose exacte. Je pourrais vraiment faire un copier-coller. Je sais que SJ divisé par SB est égal à SK divisé par SC et que c'est égal à 1 tiers.
Donc, par Thalès, JK divisé par BC est égal à 1/3. D'où la condition de collinéarité, c'est-à-dire JK vecteur est égal à 1/3 fois BC vecteur. Elle aussi, elle mérite d'être mise en lumière. Mais cette fois-ci, comme c'était le but de l'exercice, et c'est toujours bien de répéter, de répondre aux questions qui nous sont posées, on va dire donc JK et BC sont collinaires. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, Thalès, ça ne s'applique pas aux pyramides. Thalès, ça s'applique aux triangles. Mais ici, vous en avez deux. Donc, vous devez à chaque fois, c'est exactement comme se positionner sur une face de la pyramide et travailler seulement dans cette face. Vous êtes dans un monde, vous exploitez les règles qui sont valables dans ce monde-là. Thalès, il s'applique à toutes les faces, donc, parce que en fait, c'est des triangles. Donc, Thalès peut s'appliquer. Parce que Thalès, il est bien content de vivre dans le monde des triangles, mais pas dans le monde des pyramides. Donc, simplement, vous vous mettez dans un triangle. Et ça, c'est deux triangles qui ont tout à fait le droit d'exister. Maintenant, on passe à l'autre problème, c'est-à-dire de donner, du coup, de démontrer en fait que les deux plans IJK et ABC sont parallèles. Pour ça, du coup, je me rappelle du coup les choses que j'ai, et c'est-à-dire, je me les mets en haut, c'est les deux conditions de collinéarité. D'accord? Donc, vous pouvez dire que la direction du plan IJK est donnée par les vecteurs IJ et JK. Est-ce que ça pourrait aussi être donné par d'autres vecteurs? Bien sûr, aucun problème. Mais entre-temps, je peux quand même affirmer que ces deux vecteurs-là, accessoirement, donnent la direction de IJK. En même temps, il est vrai que la direction de l'autre plan, c'est le plan ABC, est donnée par les deux vecteurs AB et BC. Conclusion, comme les vecteurs qui donnent les directions sont collinéaires, alors IJK et ABC sont parallèles. Ils sont en plus strictement parallèles. Car ils ne partagent aucun point. Ce qui pourrait être parallèle et confondu, vous voyez bien. Mais ici, ils ne partagent aucun point. On va faire maintenant la partie facile. C'est-à-dire, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on peut faire avec les repères. Alors, donc ça c'est la dernière partie de la théorie. Autrement dit, ce sont les bases et les repères de l'espace. Autrement dit, vous vous rappelez comme c'était beau quand on avait le repère cartésien tout mignon en étant les téléphones portables. C'était magnifique, n'est-ce pas? C'était magnifique quand on avait le repère. C'était beau. On pouvait l'utiliser pour
trouver où est-ce qu'on était. On avait un point ici, on se disait, oh, pour arriver à ce point, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais un petit vecteur ici qui s'appelait I, un petit vecteur ici qui s'appelait J, avec la flèche au-dessus. Si je voulais arriver à ce point-là, il fallait que je prenne un certain nombre de fois le vecteur I, un certain nombre de fois le vecteur J, et que donc j'y arrive. Ah ah ah, ça c'était le repère de seconde, c'était magnifique, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, on va juste faire ça. Autrement dit, on va essayer de faire du repérage en 3 dimensions. Et donc on rajoutera un vecteur. Et comme on reste dans l'ordre alphabétique, IJK. D'accord? Voilà, c'est tout. Hein. Ça, c'est l'idée de base. En fait, on veut se repérer maintenant, mais en 3 dimensions. Et donc, on rajoute, en fait, dans notre système de 2 vecteurs, qui était bon pour se repérer dans un plan, on en rajoute un 3e, et on est dans l'espace. 3 dimensions, 3 vecteurs qui servent pour nous repérer. C'est ça la logique. Mais revenons aux définitions petit à petit. Première définition, 3 vecteurs. T'as une question? Non, j'ai entendu quelqu'un qui parlait? C'est une question? Non? Première définition, 3 vecteurs sont coplanaires s'ils possèdent des représentants qui appartiennent tous au même plan. Mais ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Hein. Je vous rappelle, on a déjà fait des exercices où on avait parlé du coup des vecteurs qui étaient coplanaires. Ça, c'est juste une façon de le redire très noir sur blanc. D'accord? Mais on sait déjà comment ça marche. Vous vous rappelez? On sait qu'il faut juste qu'on puisse trouver des copies de ces vecteurs-là qui appartiennent toutes au même plan. Et d'ailleurs, on sait comment faire ça. On a déjà fait ça aussi dans les exercices. Comment on fait pour montrer que 3 vecteurs sont coplanaires? Il faut que je puisse, on l'a fait tout à l'heure dans l'exercice, il faut que je puisse trouver des réels xy tels que un de ces 3 vecteurs, par exemple lui, il est égal aux 2 autres, mais en combinaison linéaire, c'est-à-dire que U est égal à, par exemple, x fois V plus Y fois W. Et ça, vous pouvez l'écrire dans votre poly parce qu'on est sur un point d'exclamation. J'espère que ça c'est clair. Avec le dessin précédent, on pourrait donner cet exemple. Vous voyez, j'ai fait une copie de EF. Et là, je vais faire une copie de CD. Vous voyez, j'ai fait une copie de ce vecteur-là que j'ai appelé le vecteur bleu et de ce vecteur-là que j'ai appelé le vecteur vert. Alors, je peux dire que AB est collinaire à ces deux... donc, les 3, ils sont tous coplanaires, pardon, pas collinaires. Si j'arriverais à écrire AB en fonction de 2 autres. Vous voyez la logique, n'est-ce pas? Et si je veux faire ça, ce n'est pas trop dur, et heureusement. Il suffit donc de faire un chemin avec les 2 vecteurs bleu et vert de A jusqu'à B. Et je sais, vous avez l'impression de vous dire, oui, mais ils vont dans une mauvaise direction. Mais rappelez-vous toujours que j'ai la possibilité dans les combinaisons linéaires de prendre aussi une quantité négative. Donc, par exemple, je peux prendre non pas un multiple positif du vecteur bleu, mais je peux peut-être en prendre un multiple négatif. Donc, je change de couleur de bleu, hein, mais je peux par exemple me le mettre comme ça. D'accord ? Et maintenant, si je fais la somme du vecteur vert avec le vecteur bleu multiplié fois une certaine quantité, disons que lui, c'est le vecteur du coup, alors ça on l'avait appelé EF, d'accord? Donc ça, ce sera K fois EF, d'accord? Multiplié un certain nombre de fois, je ne sais pas combien, et ça, c'est vraiment pas important. Mais du coup, quand je fais la somme de KEF plus la copie de CD, qui est là, et du coup, je me retrouve à faire effectivement KEF enchaîné avec CD, copié, et du coup ça fait, bon, alors c'est pas exactement précis, j'avoue,
J'aurais dû le prolonger un peu moins, celui-là. C'est compliqué de vous faire un dessin qui marche bien. Voilà. Là, c'est mieux. Et donc, vous voyez qu'on arrive à faire une combinaison linéaire. Donc, c'est K fois EF plus une fois CD. Et vous arrivez précisément à AB. Graphiquement. Oui. Et du coup, le couple XY, c'est comme si c'était le cas. Le couple, du coup, XY, il est donné par, ici, dans cet exemple-là, hein, comme vous avez vu, AB, il est donné par K fois EF plus CD. Bah, le couple ici, c'est K à la place que X, donc vous pouvez dire X égale à K. Et ici, bah, Y est égal à 1, parce que je l'ai pris une fois. Je ne sais pas quelle est la valeur de K, mais c'est un nombre réel. Et Y, par contre, là, je l'ai bien, ça vaut 1, ça se voit. C'est ça l'idée de la combinaison linéaire. Mais encore une fois, tout ça, c'était du déjà vu, parce qu'on l'a vu dans la définition précédente. Juste là, c'est donné comme une propriété. D'accord? Et enfin, on fait cette belle propriété, elle est super importante. C'est celle-là, encore une fois. Si on commence avec 3 vecteurs non coplanaires, si on a dans notre sacoche 3 vecteurs qui sont non coplanaires, attention du coup, non coplanaires, c'est super important. 2 vecteurs, ça n'a pas de sens de se dire s'ils sont coplanaires ou pas, ils sont forcément coplanaires parce qu'avec 2 vecteurs, vous définissez un plan. Mais 3 vecteurs, vous avez l'obligation de vous demander est-ce qu'ils sont coplanaires ou pas. Est-ce que je peux écrire le troisième comme la somme en combinaison linéaire des deux autres? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Si la réponse est non, vous êtes bien dans un cas où vous avez 3 vecteurs qui sont non coplanaires. C'est le cas que je veux. Alors, tout vecteur U peut être exprimé avec un triplet de x, y, z, tel que du coup, ce vecteur-là, il soit exprimé comme une combinaison linéaire des 3 vecteurs que vous avez sélectionnés qui étaient non coplanaires. Laissez-moi vous donner un dessin parce que je crois qu'ici, il n'y en a pas. Le plus simple, c'est vraiment de se donner une pièce comme la nôtre. Okay. Et de faire ici, d'appeler ici notre très cher ami Johnny. Donc Johnny qui vous dit salut. Il est là, il est très content. Et je vais plutôt le faire, je vais le décaler légèrement en fait. Je vais le mettre ici, d'accord? Bon, Johnny a une tête et même un visage très expressif qui exprime bonheur. Et donc ce visage très expressif, il se trouve dans un certain lieu de l'espace. Alors moi, j'avais fixé 3 vecteurs maintenant. Un vecteur bleu à partir d'un coin de la pièce. Un vecteur vert, toujours à partir du même coin. Et un troisième vecteur, violet, sur le troisième mur. D'accord? 3 vecteurs. Et j'ai Johnny placé au milieu de cette pièce. Ces 3 vecteurs, ils ne sont pas coplanaires. Prenons-les comme ça pour le moment. J'espère que vous l'acceptez. Okay. Nous nous sommes mis sur 2 plans qui sont clairement séquents. Vous voyez, les 2 vecteurs bleu et vert, ils se trouvent sur un plan. Ils définissent même le plan du mur devant vous. Et le plan qui se trouve à votre gauche, c'est le plan donc défini par le vecteur bleu et violet. Mais du coup, ces 2 plans, ils sont séquents. Et leur intersection, c'est donc la droite de vecteur directeur, le vecteur bleu. Bon. Johnny, il a une tête. Et cette tête-là, elle peut être atteinte par un vecteur qui commence ici et qui arrive donc un vecteur rouge qui fait très exactement cela. Ok? Encore une fois, vous devez imaginer, hein, ce vecteur-là, il a une ombre parce qu'il est soulevé du sol, tout comme Johnny l'est. Hein. Donc vous voyez, ce point-là, il a une certaine hauteur, c'est la hauteur de Johnny, c'est sa taille. Vous le voyez, j'espère. Ok?
Donc la question c'est comment je fais pour exprimer cela en termes de vecteur vert, vecteur bleu et vecteur violet. Et la définition, elle nous donne quoi? La définition nous dit que, si ça apparaît, excusez-moi, ça bug un tout petit peu, ne crache pas. Merci beaucoup, ordinateur. Nous, on veut, avec trois vecteurs qui sont non coplanaires, pouvoir exprimer tout vecteur comme une combinaison linéaire de x, y, z. Une combinaison linéaire, pardon, excusez-moi, une combinaison linéaire des vecteurs i, j et k avec coefficients x, y et z. C'est ça mon but. Et du coup, ici, je suis en train de chercher les valeurs x, y et z à donner aux vecteurs bleu, violet et vert pour atteindre la tête de Johnny. C'est ça l'idée. Ah, il est en train de vraiment ramer. Ça devrait... Ok, ça a l'air d'être revenu. Donc ici, moi je veux attendre la tête de Johnny avec le vecteur rouge. Eh bien, comment je vais faire? Je vais donc prendre un certain nombre de fois le vecteur bleu. Alors, on va dire que la hauteur, si la taille de Johnny, ça fait ce vecteur-là, cette hauteur-là, regardez. Je vais la reporter là-dessus. Okay, c'est quasiment pareil, juste un peu plus. Ensuite, je sais que pour arriver à ce point, je vais devoir me balader de cette distance-là par rapport à ce mur-là. D'accord? Et cette distance-là, vous le voyez très clairement, elle est parallèle au vecteur violet. D'accord? Je vais prendre une autre nuance de violet pour vous montrer que, voilà, c'est cette distance-là que je dois reproduire ici. D'accord? Et enfin, avec le vert, bah, c'est déjà marqué en fait. Je dois arriver, je vais le prendre en vert sombre. Je vais devoir prolonger le vecteur vert jusque là. Et maintenant, si vous additionnez les trois vecteurs fuchsia, bleu clair et vert sombre, bah, vous arrivez à atteindre la tête de Johnny. Est-ce que vous le voyez ça ou je dois encore le justifier? Donnez-moi des signes de vie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Viviane, est-ce que je dois le spécifier encore ou ça va? Camilla? Non? C'est pas clair? Ah si, c'est clair. Ok. Anthony, ça va? D'accord. Donc ça, c'est l'idée. Vous devez pouvoir déplacer votre ami Johnny où vous voulez et pouvoir l'atteindre avec les combinaisons linéaires des trois vecteurs que vous avez sélectionnés. Cette combinaison des vecteurs que vous avez sélectionnés, vous la fixez et elle va vous donner un système qu'on appelle un système de coordonnées. C'est exactement comme pour un repère dans la surface. D'accord? Un repère classique en deux dimensions. Quand vous dites x, y, les deux coordonnées d'un point, c'est le nombre de fois où vous répétez le premier vecteur i et le nombre de fois où vous répétez le deuxième vecteur j. Et bien ici, il y aura juste une troisième coordonnée. Et ça, donc, ça vous permet de vous dire que la tête de Johnny se trouve exactement aux coordonnées. Bah, ici, ce sera par exemple 1,1 fois le vecteur bleu. Le vecteur vert, on va dire que c'est 2,5 fois le vecteur vert. Et le vecteur fuchsia, pour moi, c'est 1,4 fois. Donc, si je dois mettre ça dans l'ordre, je peux dire que la tête de Johnny se trouve au point de coordonnées, je vais dire 1,4, 2,5 et 1,1. En suivant respectivement dans l'ordre le vecteur violet, le vecteur vert et évidemment le vecteur bleu. Dans ce repère-là. Cette combinaison spécifique des trois vecteurs violet, bleu et vert, ça porte un nom. Ça s'appelle une base de vecteurs. Et vous l'avez déjà marqué, ça se trouve également dans votre cours, juste ici.
une base de l'espace. D'accord? Vous l'avez juste là. Il n'y a pas à compléter, juste à comprendre. Juste le nom qu'on donne à une base. En fait, on l'appelle une base parce qu'elle est la base de votre repère. Avec une base de vecteurs, vous pouvez vous repérer. Sans base, vous ne pouvez pas. Si les trois vecteurs sont coplanaires, c'est mort, vous n'avez pas d'espoir. Parce qu'il vous manque une direction. Si les trois vecteurs ne sont pas coplanaires, alors vous avez devant vous une base de l'espace. 119 et 80. 79 et 80. Ici, vous pouvez juste dire, ils forment une base du plan parce qu'ils ne sont pas collinaires. C'est tout. C'est la seule condition dans laquelle vous ne pouvez pas former une base du plan, c'est s'ils sont collinaires. Et pourquoi ils ne sont pas collinaires? Parce que on parle quand même des sommets d'un triangle. Mais je pense que là, il suffisait de dire juste pas collinaire. La deuxième. Est-ce que vous pouvez exploiter le même raisonnement? Oui, il faut juste spécifier que I, vous voyez, imaginez que I se trouvait le long de AB, de BC. Imaginez que, AI, oui, c'est ça. Imaginez que I était sur B. Dans ce cas-là, AB et AI ne marcheraient pas. Oh, excusez-moi, c'est BC, pardon. Imaginez que, voilà, I se trouve le long du côté BC, donc elle ne fait pas partie, elle n'est pas, et A, comme on est toujours dans le même triangle, A, il n'est forcément pas sur la même droite. Donc, encore une fois, vous êtes dans cette situation de non-collinéarité. Encore une fois, il suffit juste de dire non, ils ne sont toujours pas collinaires. Hein. Je voulais juste vous le justifier un peu mieux. A, I, B, C. Ils ne sont pas collinaires du tout. La raison, encore une fois, on exploite toujours la structure du triangle. Vous savez que A, comme on est dans un triangle, par définition, A ne peut pas se trouver le long de la droite BC. Sinon, ce ne serait pas un triangle, ce serait une droite. Ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous la complétez avec votre propre fantaisie. Mais quand même, en respectant du coup le fait que les trois vecteurs ne doivent pas être coplanaires maintenant. Vous avez AI, BC. Quel peut être un troisième vecteur pour faire une base de l'espace? Si vous avez déjà ce vecteur, si vous avez déjà le vecteur AI et le vecteur BC, vous voyez, ces deux vecteurs-là, ils se trouvent tous les deux sur le même plan, c'est le plan ABC. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, ils le définissent, on l'a dit tout à l'heure. Quel peut être un troisième vecteur pour faire une base? Alors, IJ, c'est un choix, effectivement. Si, vous pouvez choisir par exemple CF, AD, BE. Mais pourquoi ne pas se montrer un peu plus plein de fantaisie et choisir par exemple le vecteur AF? Lui non plus, il ne se trouve pas sur le même plan. D'accord? Ou vous pouvez aller vers, encore une fois, des choses un peu plus fantastiques, par exemple le vecteur IE, qui encore une fois ne se trouve pas sur le même plan. Par contre, attention à vous, ne choisissez pas le vecteur AC. Avec AC, vous n'allez pas très loin, parce que AC, il se trouve sur le même plan que celui défini par AI et BC. On est d'accord ou pas? Maintenant, dernière question. AI, AE, JC, est-elle une base de l'espace? AI, AE, non, et JC, là, ça manque quand même. Est-ce que ce triplet de vecteurs, à votre avis, définit une base de l'espace? Ce n'est pas évident. Je vous invite juste à vous faire un petit dessin avant du rectangle BCEF. Regardez, hein, je suis en train de reproduire le rectangle BCEF.
B, C, E, F, et au milieu de lui, il se trouve I et J. Donc, si je regarde la chose qu'il m'a demandé, ok, je sais que du coup, le vecteur CJ, il se trouve bien sur ce plan. C'est ce vecteur-là. Je pense que vous remarquerez que dans ce plan, je peux trouver une copie exacte de ce vecteur. C'est le vecteur IE. Ce vecteur violet, je peux me le remettre ici. C'est le vecteur IE qui se trouve juste là. Et ça, c'est une copie exacte de CJ, pardon. Donc, en fait, c'est poser la question, est-ce que la base de l'espace formée par AI, AE, JC est une base? À la place de JC, maintenant, je vais mettre du coup un vecteur qui est exactement le même, c'est IE. Et avec ces trois vecteurs, la question devient plus facile à répondre. Parce que regardez un peu la situation. IE, en fait, il est relié à AI, AE. Je suis même dans la condition, dans la situation dans laquelle, si je fais AI vecteur, pardon, excusez-moi, si je fais AI plus IE, j'obtiens très précisément AE. Et alors, je suis dans le pétrin. Parce que j'ai trouvé une façon de lier les trois vecteurs comme une combinaison linéaire. La somme de deux vecteurs donne le troisième. Donc, ce triplet de vecteurs ne peut pas être une base de l'espace. C'était pas évident du tout. Parce qu'il y avait, ce piège, en fait, caché dans le fait que vous n'êtes pas en train de travailler avec le vecteur IE à la base. Le vecteur qui vous donne dans le triplet, c'était le vecteur CJ, celui-là, qui avait l'air parfaitement innocent. Mais il ne l'est pas. Parce que CJ et IE, c'est le même vecteur. Et ça, pour le voir, on a dû se le mettre comme ça. On a dû regarder au plan BCEF. Je sais que c'est pas facile. Je sais. Il faut juste entrer un peu dans l'esprit de ce type d'exercice. Donc, je vous affiche les exercices à faire pour la prochaine fois. C'est ces trois-là. Voilà.